Et donc, c'est mieux adapté lorsque vous commencez en Python. Ça vous permet d'apprendre, c'est-à-dire ligne par ligne. Parce que quand vous prenez un livre pour apprendre un langage de programmation, on ne commence pas directement avec des longs codes. On commence avec des instructions, des petites phrases. Par exemple, A plus B, A fois B, on vous explique en détail comment ça se passe. Donc, quand vous êtes en train de lire ce genre de livre, c'est l'interpréteur interactif qui convient le mieux dans ce cas-là. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, vous arrivez là où on parle des fonctions, on parle des classes, et là maintenant, on a des lignes de code. Là. Ça peut être 4 lignes de code, ça peut être 5 lignes de code, ça dépend en fait. Et dans ce cas, vous progressez. Parce Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Sur cette chaîne, nous abordons plusieurs sujets, à savoir la recherche académique, la science, la technologie, la recherche des opportunités et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité, quel que soit votre domaine d'activité. Et si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec vous. Dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de vous exhorter à apprendre la programmation, ne serait-ce qu'un tout petit peu, maîtriser une petite partie de la programmation. Ça peut vous être utile dans vos activités, ça peut vous aider à automatiser les tâches, surtout avec les IA qui sont disponibles aujourd'hui et tout. Et j'ai insisté sur Python, surtout avec les IA qui sont disponibles aujourd'hui. Quand vous combinez Python avec les IA, ça peut donner quelque chose de vraiment rentable pour nos activités. Et donc, j'avais insisté sur Python, sur le fait que je recommande Python, surtout à l'ère où nous sommes. À l'ère du numérique où les IA pleuvent de partout, je pense que Python est mieux adapté pour commencer. Surtout que ce n'est pas votre domaine de prédilection, vous voulez juste avoir un plus pour ajouter à votre domaine. Donc je pense que Python est mieux pour commencer. Et dans la vidéo précédente, j'ai aussi fait mention de Google Colab et j'ai promis de faire une vidéo là-dessus. Mais avant d'arriver à l'étape de Google Colab, il y a certains aspects qu'il faut mieux éclaircir. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous éclaircir ces aspects-là. Nous allons parler c'est-à-dire d'interpréteurs interactifs, de scripts, qui veut dire fichiers, et de notebooks. Ces trois éléments sont très importants à connaître lorsqu'on veut apprendre le langage. Quand on parle d'interpréteurs interactifs, c'est-à-dire pour chaque langage, il y a un environnement de développement qui est intégré. Et donc au niveau de Python, le Python Shell, qu'on appelle interpréteur interactif, ça te permet d'interagir directement. C'est-à-dire tu écris une ligne, la réponse s'affiche. Tu écris une ligne, la réponse s'affiche. Et donc c'est mieux adapté lorsque vous commencez en Python. Ça vous permet d'apprendre, c'est-à-dire ligne par ligne. Parce que quand vous prenez un livre pour apprendre un langage de programmation, on ne commence pas directement avec des longs codes. On commence avec des instructions, des petites phrases. Par exemple, A plus B, A fois B, on vous explique en détail comment ça se passe. Donc quand vous êtes en train de lire ce genre de livre, c'est l'interpréteur interactif qui convient le mieux dans ce cas-là. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, vous arrivez là où on parle des fonctions, on parle des classes, et là maintenant, on a des lignes de code. Là. Ça peut être 4 lignes de code, ça peut être 5 lignes de code, ça dépend en fait. Et dans ce cas, vous progressez. Parce qu'au niveau d'interpréteur interactif, vous ne pouvez pas rédiger un projet là-bas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas créer un projet de plusieurs lignes là-bas. Et c'est là que vous avancez vers le script. C'est-à-dire là, maintenant, vous créez un fichier et puis vous rédigez votre code dedans. Et dès que le code est finalisé, maintenant, vous allez l'exécuter. Et l'exécution maintenant va permettre d'afficher les résultats. Et si dans votre code il y a des erreurs, l'exécution va maintenant permettre c'est-à-dire de signaler ces erreurs-là pour que vous puissiez les corriger. Et l'exécution, ça permet, c'est-à-dire d'exécuter le code en bloc. C'est-à-dire vous écrivez tout le code, vous ne pouvez pas décider que bon, c'est cette partie que je vais exécuter pour voir si c'est bon là-bas. Non, c'est tout le code qui s'exécute. C'est au niveau de script. Et c'est là que la notion de notebooks rentre en jeu. Au niveau des notebooks, c'est-à-dire vous installez Jupyter Lab et puis vous allez avoir Jupyter Notebooks, vous allez avoir ça là-bas. Vous allez voir qu'il y a des cellules qui sont là. Là-bas, vous structurez votre code en cellules, décomposé en cellules. C'est-à-dire que dans votre code, il y a des étapes qui doivent être
c'est-à-dire effectuer. Il y a des tâches différentes. Peut-être que vous écrivez un programme pour faire la somme, la multiplication, et peut-être que ça peut être des matrices, l'inverse de la matrice, vérifier si la matrice est inversible ou pas, et si le déterminant est égal à 0 ou pas, ainsi de suite. Dans ce cas, vous pouvez créer des cellules. À chaque cellule, c'est-à-dire chaque code dans une cellule, ça fait une tâche donnée. Et au niveau des notebooks, ces cellules-là permettent d'exécuter chaque cellule à part entière. Vous exécutez, vous affichez les résultats pour vous rassurer que oui, cette partie, ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien. Mais tout ça dans le même projet. Et là-bas, vous avez la possibilité d'ajouter des notes pour expliquer ce que cette partie fait, ce que ce code fait. Au niveau des scripts, vous avez la possibilité d'ajouter des notes, mais seulement en les mettant sous forme de commentaires avec le dièse. Au niveau de notebooks, il y a des options, vous sélectionnez et puis ça affiche comme texte dans le code. J'ai essayé de faire un petit enregistrement pour vous expliquer les différences. On va regarder et puis on va revenir pour conclure. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez installé Python, vous allez avoir accès à Python Shell. Il suffit d'aller dans et démarrer ou bien cherche et puis vous tapez Python Shell, bien IDLE Python et puis ça va ouvrir ça comme ça. Alors, vous allez voir que les flèches là, il y a des flèches ici qui pointent. Ici, et Python Shell, c'est l'interpréteur interactif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez le code, c'est-à-dire vous écrivez une ligne, la réponse s'affiche après dès que vous tapez sur Entrée. Donc c'est comme ça que ça marche. Et par exemple, vous pouvez voir quand je mets par exemple 2, quand j'appuie Entrée, vous allez voir que ça affiche 2. Si je mets 3, quand j'appuie Entrée, vous allez voir que ça affiche 3. Maintenant, je peux aussi dire 4 plus 7 par exemple. 4 plus 7. Parce que Python comprend directement ce genre d'opération. Donc, quand je fais ça, vous allez voir que ça affiche en même temps 11. Donc, ça, c'est ligne par ligne. Et c'est mieux adapté lorsque vous commencez en Python. Par exemple, vous êtes en train de lire un livre où on explique comment les opérations se passent et petit à petit. Donc, je pense que cette option est mieux adaptée pour commencer, pour apprendre les opérations basiques qui peuvent se faire. Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut dire sur ça. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs lignes de code, par exemple, lorsque vous avancez dans l'apprentissage de Python, vous allez voir que des fois, on peut donner des TP, c'est-à-dire des travaux pratiques, des petits exercices. On peut dire d'écrire un programme ou bien écrire une fonction qui calcule la somme des nombres premiers ou bien qui calcule la somme, c'est-à-dire d'une suite de Fibonacci. Ça déjà, ça va demander plusieurs lignes de code. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça dans l'interpréteur interactif. C'est dans ça que la notion de script rentre en jeu. Et là, maintenant, vous aurez besoin d'aller dans File, ici, Fichier. Vous allez dans New File. Là-bas, c'est créer un nouveau fichier pour, c'est-à-dire construire votre code à partir de zéro. Et donc c'est ça. Si vous avez déjà un fichier sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir aussi. Vous pouvez aussi aller dans Recent File. Recent File, là-bas, c'est pour trouver les fichiers que vous avez ouverts récemment. Et donc, quand vous allez vous ouvrir, vous allez voir que vous pouvez écrire votre code là-dedans. Donc ici, vous allez voir que ça, c'est un script. Ici, vous allez voir que j'ai mis A égale à 5, B égale à 7. Et j'ai créé une variable que j'ai nommée somme. Donc, à cette variable, maintenant, j'associe la valeur de A plus B. Donc, somme égale à A plus B. Produit égale à A fois B. Et jusque-là, j'ai calculé, mais je n'ai pas encore affiché. Si je vais afficher maintenant, dans Python, on utilise print pour afficher. Dans l'interpréteur, ça affiche directement les résultats. Mais ici, vous devez appeler les résultats pour signaler que vous voulez que ça soit affiché. Sinon, ça va calculer, mais ça ne va pas afficher. Il y a print produit, print somme. Vous allez voir que c'est entre guillemets. Ça veut dire que ça, je veux que ça voit ça comme c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et ça va afficher somme comme ça avec les 2 points là, comme une chaîne de caractères. Mais la somme qui est ici, c'est la somme qui a été calculée en haut là-bas. C'est comme produit aussi. Ici, c'est une chaîne de caractères. Ici, c'est le produit calculé en haut. Et donc, quand je vais exécuter ce code-là, ça va me fournir les résultats. Donc ici,
Je vais dans Run. Run, ça veut dire exécuter en français. Et donc, je clique là-bas. Moi, je suis ici. Donc, je run this module et exécuter ce module. Quand je vais exécuter ça, vous allez voir que les résultats vont s'afficher ici. Vous voyez, somme 12, produit 35. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, les résultats que ça donne. Ici, par exemple, je vais essayer de mettre print en commentaire. En Python, pour mettre en commentaire, c'est avec le dièse qu'on met en commentaire. Donc, je fais ça. Je mets les deux en commentaire. Vous allez voir, quand je vais exécuter, les résultats ne vont pas s'afficher parce que je n'ai pas dit d'afficher les résultats. Que vous voyez, ça c'est exécuté, il n'y a pas d'erreur, mais les résultats ne sont pas affichés. Vous voyez un peu? Il peut y arriver qu'il y ait des erreurs au cas où je n'ai pas bien déclaré mes variables ou bien il y a quelque chose qui manque là-dedans. Donc c'est un peu ça. Ici, je vais enlever les commentaires. Je fais, j'exécute encore. Vous voyez que ça donne le résultat. Ça, c'est l'intérêt des scripts. C'est-à-dire, ça te permet d'écrire plusieurs lignes de code. Tu peux mettre des fonctions, des classes, ainsi de suite. Ici, vous allez voir que nous exécutons le code en bloc. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de savoir, par exemple, premièrement, savoir si la somme est bien calculée d'abord, avant d'aller au côté où est-ce que le produit est bien calculé, ainsi de suite, avant d'afficher le résultat final. C'est là que la notion de notebook rentre en jeu. Au niveau des notebooks, c'est qu'il y a des cellules qui sont là. Ici, je vais essayer de vous montrer. On va aller maintenant pour parler de notebook. Donc, ici, ça c'est l'interface de Jupyter Lab et Notebooks. Donc, ici, je viens d'ouvrir un nouveau notebook dans Jupyter. Vous voyez? Donc, vous allez voir que ici, il y a ce qu'on appelle une cellule. Dans Jupyter Notebooks, c'est que vous pouvez écrire les codes par cellule. Par exemple, dans votre code, si nous prenons, dans mon cas par exemple, on veut faire une somme. Et premièrement, on a défini des variables. Ça veut dire que la première cellule, on peut la consacrer à la définition des variables. Dans la deuxième cellule, nous pouvons calculer la somme. Et dans la troisième cellule, nous allons calculer le produit. Et donc, chaque étape, nous avons la possibilité d'exécuter pour voir s'il y a un problème. Et donc, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, nous avons des cellules ici. Vous voyez? Donc, A égale à 5, B égale à 7. Ça, c'est la première cellule où nous définissons les variables. Les valeurs que nous donnons à chaque variable, nous précisons ça là-bas. Et donc, dans la cellule qui suit, nous faisons la somme et nous disons d'afficher. Ici, il n'y a pas d'affichage. Nous avons juste déclaré des variables. Donc, ça veut dire que si j'exécute, ça ne va rien afficher. Par contre, ici, nous avons dit d'afficher une somme. Donc, quand je vais faire print, ça va afficher. Ici aussi, nous avons utilisé un print. Quand je vais faire print, ça va s'afficher aussi. Vous voyez? Donc, ça permet d'exécuter étape par étape le code. Maintenant, pour expliquer aux gens comment, c'est-à-dire mon code consiste en quoi, je peux essayer d'intégrer c'est-à-dire une note quoi. Une note des instructions pour dire, par exemple ici vous allez voir que mon code fait ceci, fait ceci, fait ceci. Et là, le type de cette cellule, vous devez changer ça ici en haut. Vous allez voir que ici, si je prends les autres cellules, c'est code. C'est code, ça veut dire que ce sont des codes là-bas. Maintenant, de l'autre côté, vous allez voir que c'est markdown. Donc je peux, si c'est que c'était un code là-bas, là je garde code là. Mais ici c'est un markdown, c'est juste pour ajouter des instructions, expliquer un peu, c'est-à-dire certaines choses que je voudrais que les gens sachent sur le code que je suis en train de faire. Donc au niveau des notebooks, ce qu'il faut retenir c'est que lorsque la cellule 1 par exemple est reliée aux autres, c'est-à-dire que si c'est une condition nécessaire pour que les autres marchent, si vous n'avez pas encore exécuté la cellule 1, il se peut que les autres ne marchent pas. Parce que les autres sont dépendantes de la cellule 1. Donc il va falloir essayer de se rassurer que la cellule 1 est bien exécutée et qu'il n'y a pas d'erreur avant d'exécuter les autres, sinon ça ne va pas marcher. C'est le cas généralement au niveau de
de machine learning, pour ceux qui utilisent les données pour faire des prédictions. Parce que dans ce cas, la première étape sera d'appeler des bibliothèques. Et l'étape suivante sera de traiter les données, de présenter les données sous forme de variables d'entrée, variables de sortie, et peut-être constituer des sous-bases pour l'entraînement, pour la prédiction. Et la troisième étape sera d'appeler votre modèle. Et la quatrième étape, peut-être l'analyse, post-prédiction, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, par exemple, si les librairies qu'il faut, c'est-à-dire les bibliothèques qu'il faut, ne sont pas bien importées, ça veut dire que la suite, c'est-à-dire là où vous allez appeler votre modèle et autres, là, ça ne va pas marcher. Et donc, dans ce cas, vous finissez la première étape où vous avez la possibilité d'exécuter pour voir. Ou soit, quand vous allez et peut-être finir tout, vous pouvez exécuter section par section. S'il y a un problème quelque part, vous allez savoir que ici, le problème se trouve. Et donc, vous allez arranger ça avant de poursuivre, en fait. Donc, c'est l'avantage des notebooks. C'est-à-dire, vous faites des choses cellule par cellule. Vous avez la possibilité d'ajuster des instructions, c'est-à-dire des notes de texte pour expliquer un peu comment votre code fonctionne. Par exemple, si vous êtes en train d'enseigner aux élèves et tout ça, je pense que c'est mieux adapté pour ça. Et comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, nous allons en parler plus quand nous allons aborder la question de Google Colab. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une différence entre le Python Shell, qui est l'interpréteur interactif, il y a le script, il y a aussi notebooks. Et donc, si vous commencez en Python, vous pouvez aller pas à pas comme ça. Il ne faut pas vouloir sauter les étapes. Mais aujourd'hui, avec les IA et autres, c'est facile d'apprendre. Donc, vous pouvez peut-être passer rapidement de l'interactif vers script, vers les notebooks, ainsi de suite. Donc, ça a des avantages. En fonction de ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir qu'est-ce qui convient le mieux pour vous. Si par exemple, votre programme, vous pensez vous n'avez pas besoin d'exécution tâche par tâche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser notebooks, vous pouvez utiliser script. Moi, il y a certains projets, je fais ça dans script parce que dans notebooks, la manière dont ça va afficher les résultats, ça ne m'intéresse pas. Alors que dans script, ça affiche, je peux ouvrir une boucle, ça affiche les figures une après l'autre. Alors qu'au niveau de notebook, je peux avoir cette boucle, mais peut-être que ça va afficher les figures en même temps, ensemble. Donc, il y a des avantages et des inconvénients en fonction de ce que vous voulez faire, quel projet vous voulez mener. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent notebook. Surtout, quand vous voulez faire usage de machine learning, le notebook, ça convient le mieux. Parce que là-bas, il y a des étapes séquentielles. Installation des librairies, c'est-à-dire appel des bibliothèques, je veux dire. Appel des bibliothèques, arrangement des données, variables d'entrée, variables de sortie, appel des algorithmes de modélisation, post-prédiction, ainsi de suite. Et dans ce cas, ça veut dire que ça évolue étape par étape. Donc, quand vous utilisez Notebooks, ces étapes-là peuvent être dans des cellules. Et donc, ça a des avantages. Donc, c'est à vous de voir laquelle de ces options-là vous convient le mieux. Dans la vidéo à venir, nous allons parler de Google Colab. Ce Google Colab fait usage de Notebooks. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette précision aujourd'hui avant de parler de Google Colab dans une des vidéos à venir. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu les fonctionnalités de Google Colab et en quoi ça peut vous être utile. Et vous-même, vous allez essayer de chercher là-dessus. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite beaucoup d'efforts. Continuez à essayer de rechercher pour élargir vos connaissances. Que vous soyez étudiant, que vous soyez enseignant-chercheur, que vous soyez chercheur d'emploi, quel qu'en soit ce que vous êtes en train de faire, vous devez savoir que le numérique aujourd'hui prend de l'ampleur. Nous avons besoin de ça dans tout ce que nous faisons. Et donc, je vous exhorte à essayer d'enrichir vos connaissances, voir comment est-ce que les IA qui sont disponibles aujourd'hui peuvent vous aider. Seulement qu'il ne faut pas les utiliser bêtement, il ne faut pas les utiliser parce que les IA sont disponibles. Il faut regarder c'est-à-dire leur fonctionnement, leurs règles de confidentialité et voir comment est-ce que ça peut vous aider à augmenter la vitesse de votre rendement, ainsi de suite. C'est un peu ça. Et on se dit à plus. Que la semaine soit fructueuse pour chacun de nous. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Donc, ciao.